Bonjour Khalid Ben Omar et bienvenue. Première question pour vous. Quand on parle de cannabis thérapeutique, on parle de quoi concrètement? Alors, il y a trois grandes familles d'usages pour les usages dont on parle dans ce texte. Il y a l'usage cosmétique. Mhm. Typiquement, c'est des savons, des crèmes, des shampoings, des choses qui en fait ne sont pas inhalées ou consommées. Le deuxième usage, c'est l'usage industriel. Ça veut dire utiliser le chanvre comme une matière végétale pour en faire, par exemple, des polymères renforcés, des équivalents de matières plastiques qu'on utilise dans la construction automobile. Et enfin, il y a l'usage thérapeutique. Alors, en ce qui concerne l'usage thérapeutique, il y a trois types d'usages. Et c'est là que la nuance est importante. Il y a un usage qui se base sur les molécules que contient le cannabis. Et cet usage-là, il peut utiliser des molécules qui n'ont pas du tout d'effet psychotrope, comme le cannabidiol. Donc ces molécules, généralement, peuvent être soit extraites directement de la plante, soit elles peuvent être produites en laboratoire. Et généralement, c'est le cas. Donc ça, c'est le premier usage. Le deuxième usage, également un peu controversé dans beaucoup de pays, c'est l'usage donc de l'inhalation de cannabis avec des visées thérapeutiques, ça veut dire prendre la plante elle-même et la consommer sous diverses formes. Mhm. Et enfin, il y a l'usage thérapeutique qui est carrément proche de l'usage récréatif, où c'est un usage qui généralement se fait sans ordonnance. Et chaque type d'usage, chaque vocation de la plante a sa propre logique de marché, sa propre logique en fait économique, sa propre logique sociale, et c'est aussi parfois même des débats très profonds sur chaque type d'usage. Est-ce que le Maroc a sa place dans ce marché mondial qui est déjà bien occupé par pas mal d'acteurs et des acteurs puissants? Les marchés ne sont pas nouveaux, ils existent depuis longtemps. Par exemple, en ce qui concerne le marché du chanvre industriel, il est depuis des décennies complètement autorisé au niveau de pays comme les États-Unis ou la France. Mais les surfaces cultivées pour le chanvre à usage industriel demeurent faibles, puisque la demande en fait mondiale est faible pour cet usage-là. On parle au plus de quelques milliers d'hectares en Europe, pour toute l'Europe. Donc Mhm. déjà, en ce qui concerne le chanvre industriel, c'est vraiment un produit de niche. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'usage ou d'intérêt. Mais quand on parle des principaux producteurs mondiaux, c'est-à-dire la Chine, le Canada, les États-Unis et l'Union européenne, on parle de quelques milliers d'hectares, voire quelques dizaines de milliers d'hectares, pour des produits qui généralement sont complètement comparables à d'autres matières végétales qui servent à faire les mêmes usages, c'est-à-dire le lin ou d'autres produits. Donc ça, c'est le premier marché. Le deuxième marché, c'est le marché cosmétique. Ce marché-là, il est vraiment balbutiant. C'est un marché vraiment de niche qui n'a Mhm. pas encore une demande très claire, qui est adressée au-delà d'une demande anecdotique ou parfois d'une demande liée par exemple aux activités d'écotourisme, etc., comme ce qu'on trouve chez d'autres plantes aromatiques et médicinales. Et du coup, alors, en ce qui concerne le thérapeutique? Alors le marché thérapeutique, là, il y a trois logiques de marché qui sont différentes. Le premier marché, c'est le marché à usage donc des molécules qui ne sont pas psychotropes, comme le cannabidiol, etc. Alors généralement, ce marché, il a certes un potentiel de croissance, mais généralement, il y a des produits concurrents et il y a aussi, c'est un marché qui se base beaucoup sur les molécules synthétiques. Mhm. Par exemple, un médicament emblématique comme le marinol qui est très connu. Ce type de médicament se fait à travers des molécules synthétiques qui sont faites en laboratoire, ou si elles ne sont pas produites en laboratoire, il suffit d'un seul champ avec des conditions très strictes pour produire généralement ces principes actifs qui font partie en fait d'un comprimé. Ici, on parle de comprimé ou de sirop de médicaments classiques où on a dans les principes actifs une infime partie qui viendrait du cannabis. Ça, c'est Mhm. le premier marché. Le deuxième marché, c'est le marché qui est en fort développement, qui est celui de la prescription de cannabis médicinal. Ça veut dire qu'on ne parle pas de médicaments au sens classique, comprimés, gélules, Mhm. mais on parle de prescription d'inhalation de cannabis, soit par spray, soit par combustible, c'est-à-dire fumer directement, D'accord. inhaler la plante. Alors ce marché-là, effectivement, il est en forte croissance, mais dans la plupart des pays, il est controversé pour diverses régions. Mais c'est un marché qui est en forte croissance. Il n'empêche que, quand on parle de forte croissance, il faut aussi relativiser. On parle de quelques dizaines de tonnes pour toute l'Europe, alors que le Maroc produit à peu près 1000 tonnes par an. Donc ça, Mhm. c'est aussi un chiffre un peu à la date d'aujourd'hui. On parle vraiment de 30 à 40 tonnes sur toute l'Union européenne, voire un peu plus, avec l'Allemagne qui domine largement les ordonnances de cannabis médicinal. Et enfin, il y a la troisième catégorie de marché médicinal qui semble avoir une croissance exponentielle, c'est le cannabis en fait qui se prescrit librement, sans ordonnance et qui est à usage récréatif Mhm. qu'on peut consommer soit pour des usages purement récréatifs, soit comme soins palliatifs, soit pour voilà, certains l'utilisent pour
pour diverses raisons. Alors ce marché-là, c'est un marché qui connaît une très forte croissance, puisque généralement dans les pays qui ont légalisé d'abord le cannabis à usage médicinal, comme le Canada, ils ont fini par légaliser le récréatif. Mais quand on parle de croissance, c'est de cette croissance-là qu'on parle. C'est pour ça que la problématique est très complexe pour le Maroc, puisque on entend souvent dans les débats dire qu'il y a un marché qui est énorme au niveau du cannabis licite, ou en tout cas du cannabis qui n'est pas basé sur la THC. Mais en fait, la vraie niche de croissance aujourd'hui, c'est les produits qui sont d'ailleurs toujours au vu des conventions internationales considérés comme illicites pour l'usage récréatif. Oui, et donc le Maroc qui n'est pas concerné par l'usage récréatif. Khalid Ben Omar, comment seront accompagnés les paysans? Beaucoup disent que cette loi sera une véritable opportunité pour développer leur région, notamment vers Issagen, une zone qui manque, il faut le dire, cruellement d'infrastructures, notamment au niveau des routes. Il faut savoir que le développement dans les régions du Nord, de toute façon, devra être multidimensionnel. Ça ne peut pas être une agriculture vivrière ou même une agriculture de transformation, mais qu'il faut une approche globale avec les infrastructures et les débouchés. Et c'est pour ça que si vous prenez le travail qu'a fait l'État ces dernières années, il est vraiment très important. Il y a eu, entre 2009 et 2013, un programme d'1 milliard de dirhams sur les 100 communes concernées, avec un plan de développement pour chacune des communes, avec tout ce qu'il faut au niveau des activités génératrices de revenus, de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé, de l'accès aux routes. Et il ne faut pas oublier que c'est des régions très enclavées. En fait, on ne peut pas parler de développement dans ces régions si on n'a pas les minimums des ingrédients du développement. Ça veut dire l'accès à la route, l'accès à l'éducation, à la santé. Et je pense que ces programmes sont aussi importants, voire plus importants que tout programme qui vise à développer des activités génératrices de revenus, comme ce dont on est en train de parler. Oui, mais par exemple, s'il y a des unités de production qui viennent s'installer dans ces régions-là, est-ce que ça va pas, du coup, de fait, créer des emplois, je sais pas moi, donner de l'argent un peu plus à cette région et la désenclaver? C'est très difficile d'avoir des unités de production comme vous les imaginez, un peu utopiques, qui soient vraiment des grandes unités, puisque c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on parle de produits de niche et généralement les pays qui transforment, c'est par exemple dans vraiment des unités extrêmement modernes, etc. Donc c'est pas vraiment ça qui va permettre à court terme, je dis bien à court terme, de changer de paradigme. Par contre, si on imagine des coopératives qui puissent par exemple en aval faire des valorisations un peu simples au niveau cosmétique, au niveau industriel, je pense qu'on pourra créer vraiment des success stories qui pourront être dupliqués. Mais il ne faut pas imaginer, sinon ça aurait été fait depuis des décennies, qu'on peut demain créer une telle transformation avec 6000 salariés en plein cœur de ces régions. C'est pas comme ça que ça marche. Les dynamiques de marché au niveau international ne fonctionnent pas comme ça. D'accord. On parle vraiment de production très sophistiquée et c'est pas le process en fait dont on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de vraiment faire bénéficier à ces agriculteurs de la dynamique de développement, avec des choses qui soient adaptées en fait à leurs conditions réelles. Mais comment ça va marcher? Les prix seront fixés par l'État. Quels seront les avantages pour les paysans? L'idée, c'est d'avoir en fait à travers ces dispositions la possibilité, par exemple, celui qui va faire dans le cadre d'une coopérative du chanvre industriel, il aura deux avantages. D'abord, un prix qui rémunère assez correctement ce qu'il produit, même si ça va être toujours difficile de concurrencer les produits illicites. Mais surtout, ça va lui permettre aussi d'avoir une agriculture plus écologique, dans le sens qu'il y aura forcément les 2 tiers des superficies qui seront mises en jachère chaque année pour créer en fait ce repos environnemental qui est devenu critique dans ces régions, puisque l'usage est vraiment des sols est complètement intensif et il détruit dès aujourd'hui déjà, on voit les conséquences sur l'écosystème de la région. Ça lui permettrait d'avoir des revenus corrects, mais aussi de préserver les potentialités environnementales de la région. Je vous remercie Khalid Ben Omar, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.